Donc, rebonjour à ceux qui étaient déjà là, et vu qu'il me semble voir des nouveaux visages, bonjour à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Nous allons maintenant donc évoquer la deuxième moitié de ce quatrième acte, genre et corps. Donc nous allons parler maintenant du genre, ce qui n'est pas logique en fonction du titre, mais c'est pas grave. Donc les études de genre connaissent aujourd'hui une croissance continue et non démentie, et recouvrent un champ extrêmement large: masculinité, féminité, féminisme et politique, intersectionnalité, racisme, entre autres. Pour parler de genre, ce matin, nous commencerons par la communication d'Anaïs Diakité, dirigée par Catherine Valentine, qui nous parlera de la vie du journal Marie-Claire durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous ferons un bond dans le temps avec Tom Jocteur-Monrosier, qui, sous la direction d'Alain Boscus, nous expliquera l'affaire de Creil de 1989 et les liens entre fémonationalisme et marxiste révolutionnaire. Nous continuerons par un retour temporel avec la communication de Loïc Berton, dirigée par Catherine Valentine aussi, qui explicitera les mécanismes de genre au sein de l'Union nationale pour le vote des femmes. Pour conclure, et par un nouveau décalage temporel, nous écouterons la communication de Laura Garet, dirigée par Christine Doucet-Sédin, qui portera sur la peine de mort au prisme du genre à Toulouse entre 1680 et 1780 et le traitement du corps supplicié. Comme pour tout à l'heure, un temps pour les questions sera réservé à la fin des 4 communications, donc si vous vient des idées de questions, notez-les, on y reviendra à la fin. Voilà, merci beaucoup et je vais donc laisser commencer Agnès. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai travaillé l'année dernière pendant un an sur le magazine Marie-Claire durant la Seconde Guerre mondiale. Déjà quelques indications sur le magazine, sur un peu l'histoire du magazine. Donc il fut créé par l'industriel Jean Prévost en 1937. Donc en fait, c'est pas son premier essai journalistique, ce n'est pas son premier magazine. Il était déjà propriétaire de plusieurs numéros, comme par exemple le magazine Paris Midi, qui fut créé en 1927. Et il y avait aussi Paris Soir, qui a été racheté en 1930, donc ça c'est 2 journaux généralistes. Et en fait, ça c'est il avait quand même un empire assez important. Et en fait, la création du magazine Marie-Claire, ce fut le moyen de développer finalement un empire médiatique en s'attaquant à un autre type de presse, la presse féministe. Donc le but du magazine est quand même assez original par rapport à ce qui se faisait précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, là il parle à toutes les femmes. Et en fait, il balaye un peu tous les sujets qui peuvent les intéresser, comme par exemple la mode, la cuisine, la vie maritale, les enfants, l'introduction par exemple des publicités aussi dans le contenu éditorial. Alors, pourquoi le magazine Marie-Claire durant la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi j'ai choisi finalement cette période comme période de prédilection? En fait, car à partir de la déclaration de la guerre de la France à l'Allemagne, donc c'était le 3 septembre 1939, en fait le magazine il est totalement impliqué dans une dynamique de propagande en touchant directement les femmes, en leur disant comment elles doivent se comporter durant la période, et en les soutenant psychologiquement, matériellement, et en leur expliquant un peu comment survivre à la période, donc c'était intéressant pour moi. Et en fait, le magazine avait aussi une forte charge idéologique, c'était finalement un relais de l'idéologie dominante du moment, que ce soit au début de la période, donc durant la Grande Guerre, ou durant l'occupation. D'ailleurs, on peut le voir comme exemple avec la couverture du magazine Marie-Claire qui date du 15 septembre 1939, donc c'est la couverture qui est arrivée directement après la déclaration de guerre. Donc on peut voir que la dame a un visage quand même assez grave, avec des couleurs plus sur le noir et le blanc, alors que habituellement les couvertures étaient plutôt colorées, avec des modèles souriants. Donc on voit bien finalement que les femmes devaient adopter une certaine posture, et qu'elles devaient avoir une certaine mentalité par rapport à la situation. Donc pour présenter mon analyse, j'ai choisi de m'intéresser à la problématique suivante. Donc le magazine Marie-Claire offre-t-il une perception réaliste de la vie des femmes durant la Seconde Guerre mondiale? Pour plus de clarté, il m'a paru plus logique de diviser mon analyse en 2 parties, donc par ordre chronologique, avec une première partie. Donc Marie-Claire et la drôle de guerre, donc entre 1939 et 1940, avec les femmes qui doivent soutenir l'effort de guerre, et une seconde partie qui aborde l'instauration du régime de Vichy, donc à partir de 1940 jusqu'en 1944, parce qu'en 1944 le magazine fut interdit
par les autorités de libération. Donc là, il y avait des valeurs prônées finalement en direction des femmes et la réalité qui était un peu différente. Donc déjà, on peut voir pour la drôle de guerre une influence à deux niveaux. Donc il y a la mise en place des lois, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement, à partir de la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, il a directement compris qu'une mainmise des médias devait être opérée pour pouvoir légitimer la déclaration de guerre et l'envoi d'hommes sur le front. Parce qu'en fait, finalement, il y avait quand même le souvenir de la Grande Guerre, qui devait être la guerre des guerres. Et donc les Français étaient un peu réticents, étaient plus dans une dynamique pacifiste. On voulait légitimer l'envoi de soldats et par exemple la réquisition d'aliments pour les soldats et on devait légitimer tout ça. Donc il y a deux lois qui m'ont paru les plus importantes. Donc il y a la loi du 20 mars 1939 sur le secret militaire. Et il y a surtout la création du Haut Commissariat à l'information, donc le 29 juillet 1939, avec notamment le président et le diplomate Jean Leroux, qui fut catapulté au sommet de cette institution. Et donc les changements se ressentent tout de suite sur les médias, notamment sur Marie-Claire. Donc on a un magazine qui directement guide les femmes de manière très explicite. Et en fait, une représentation d'une femme qui doit être indépendante, qui doit participer à l'effort de guerre. En fait, elle ne doit pas rester passive. Ce n'est pas qu'une affaire d'homme, c'est aussi une affaire de femme. Donc on a une représentation de la femme particulière. On a notamment l'article que j'ai représenté, celui-là. Donc vos nouveaux problèmes, c'est un article qui date du 12 janvier 1940, qui expose de manière assez directe vos nouveaux problèmes, les nouveaux problèmes des femmes. En fait, on dit aux femmes qu'elles doivent être actives, qu'elles doivent s'engager de toutes les manières possibles, que ce soit auprès de leur famille, que ce soit pour pallier l'absence de leur mari, donc en gagnant leur vie, en gagnant leur argent, en s'occupant de leur famille, et aussi par exemple s'engager sur le front, notamment pour l'infirmière. On a notamment une critique de l'oisiveté, avec par exemple les dangers de l'oisiveté. Vraiment, les femmes sont incitées à s'engager. Elles peuvent aussi s'engager comme nurses, parce qu'en fait, du fait de l'invasion allemande du nord de la France, il y a beaucoup de populations qui sont exilées, avec notamment des enfants qui deviennent orphelins, donc elles doivent aussi s'occuper des enfants. Donc elles doivent être actives, mais aussi, malgré ce discours, une dichotomie en fait, elles doivent rester indépendantes, il y a quand même une soumission, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas oublier leur mari. La présence du mari est vraiment importante dans le contenu du magazine. Et en fait, elles sont régulièrement incitées à leur envoyer des colis qui contiennent la nourriture, ou à leur envoyer des jeux, ou à leur envoyer du matériel pour qu'ils puissent s'épanouir. Enfin, s'épanouir, non, c'est pas le bon terme, mais pour qu'ils puissent vivre au mieux leur vie sur le front. On a notamment aussi, par exemple, les conseils de beauté qui sont quand même très axés sur le mari, sur le fait que finalement le mari peut revenir du jour au lendemain, donc elles doivent être belles pour leur mari. Donc par exemple, on a à sa première, cet article-là, qui date du 12 janvier 1940, à sa première permission. Donc là, il a écrit qu'il retrouve vos cheveux diamantés qu'il aimait tant. Donc en fait, on part du principe que les maris peuvent revenir du jour au lendemain, donc elles doivent se faire belles, doivent prendre soin d'elles, pour que le mari, quand il revienne, soit content. Et en fait, le contenu change très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, pour replacer un peu, on a la signature de l'armistice le 22 juillet 1940 entre le maréchal Pétain et Hitler. Donc ça suit les défaites cuisantes qu'a subi l'armée française, notamment à partir de mai 1940, avec l'invasion du nord de la France, du Luxembourg et de la Belgique notamment. Et en fait, le contenu, il change directement, c'est-à-dire que pendant cette période-là, le magazine interrompt son activité et il reprend ses numéros à partir de novembre 1940. Avec un contenu totalement différent parce qu'en fait, finalement, que ce soit au niveau des autorités allemandes, au niveau du maréchal Pétain, il y a une prise en main directe des médias aussi, comme il y a eu auparavant. Donc en fait, il y a finalement Marie-Claire sous occupation avec un organe qui est au service de la propagande du régime de Vichy. C'est-à-dire qu'en fait, on a un changement de la position des femmes qui se fait directement. Et là, il y a une focalisation sur le fait que les femmes doivent revenir au foyer. Ça, c'est la théorie, qu'elles doivent revenir chez elles, se reconsacrer à leur famille. Par exemple, on peut voir dans cet article-là, qui date du 10 mai 1941, qui dit « c'est pour lui et c'est pour lui qu'il faut être charmante ». Donc là, ça met vraiment en avant le fait que les femmes doivent se faire belles, être coquettes, mais pour leur mari.
et pour rester chez elles. Donc on a notamment aussi une mise en valeur de la famille, parce qu'en fait dans la propagande pétainiste, la famille est un élément central. On a notamment la famille qui devient une personne morale à partir de la loi du 23 septembre 1942. Donc elles doivent se consacrer à leur famille. Et aussi, elles doivent se modifier au niveau de leur comportement, au niveau de leur caractère. Elles doivent faire preuve de bonté. Donc, comme il est dit dans cette image, êtes-vous l'une de ces femmes, vous avez tort. Donc cette image, elle date du 10 mai 1941. Elles doivent changer leur comportement, faire preuve de bonté, de douceur, abandonner les velléités d'indépendance et redevenir les femmes un peu soumises que selon les valeurs du mari. Et en fait, finalement, ça s'accentue, en fait, cette propagande, parce que le magazine, à partir de 1942, connaît des changements, c'est-à-dire qu'on a un Jean Prévost qui est débarqué de la direction du magazine à partir de 1942, et le magazine devient piloté intégralement par les Allemands. Donc on a ce contenu qui s'accentue, et en fait, le magazine touche aussi les enfants, à travers les femmes, pour toucher les femmes, il touche aussi les enfants. On a notamment cette image qui date du 22 février 1941, avec écrit là « Je vous aime, monsieur le maréchal, écrivent les petits-enfants de France », parce qu'à travers les enfants, ils veulent toucher les mères, en fait. Et finalement, c'est cette vision de la femme comme devant être soumise, devant rester à la maison inactive, est assez théorique, parce que dans la réalité, elles doivent compenser avec des pénuries de plus en plus importantes. Et en fait, finalement, Marie-Claire, c'est aussi un véritable guide domestique pour les femmes. On a notamment les pénuries qui s'accentuent à partir de 1940. Notamment, on a en 1940 l'interdiction des ventes fraîches. Donc, les femmes doivent au quotidien trouver des astuces pour pouvoir survivre, pour pouvoir nourrir leur famille. On a notamment le magazine qui prend directement les reines pour pouvoir leur donner des conseils. Notamment le 20 mars 1942 avec là un article « Le problème d'aujourd'hui, bonne sauce et restrictions ». Donc là, c'est la représentation de recettes de sauce, mais avec des produits oubliés, des produits de mauvaise qualité, par exemple des orties, des produits qu'on ne mangeait pas avant et qu'on va manger maintenant. Et en fait, l'article foisonne de contenu représentant la nourriture avec des moyens assez dérisoires pour les femmes pour qu'elles puissent nourrir leur famille avec quasiment rien. Et ces problèmes se traduisent aussi dans la mode. C'est-à-dire qu'on a une pénurie de plus en plus de tissus. Donc c'est assez compliqué de s'habiller de plus en plus. Donc en fait, elles doivent faire leurs habits et réinventer leur style avec des coutures de tissus. Par exemple, on a cet article-là qui date du 13 septembre 1941, où en fait, il y a petit métrage pour petites robes. Donc avec très peu de tissus, ils doivent faire finalement des robes. Et là, notamment dans tous les articles de mode, il y a toujours la représentation des métrages de robes pour qu'elles puissent le reproduire chez elles. Donc finalement, même si en théorie, ils doivent faire preuve être soumises et faire preuve de docilité, dans la réalité, elles doivent quand même se débrouiller toutes seules. Donc pour conclure, on peut dire que Marie-Claire montre une vision nuancée des femmes durant la période, avec une perception réaliste de ce qu'elles devaient faire et de leurs problèmes, notamment les problèmes d'approvisionnement, les problèmes psychologiques du fait du manque des maris. Donc le magazine en parle de manière frontale, mais il y a aussi un téléguidage par la propagande qui est fort, avec autant du côté de la drogue de guerre que de l'occupation. Et en fait, le lien entre politique et femmes se fait aussi dans le sujet de Tom Jacques-Rosier, le prochain, donc avec fémonationalisme et marxisme révolutionnaire, l'exemple de l'affaire de Creuil. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Loïc Berton et je vais travailler donc, sur les mécanismes du genre au sein de l'Union nationale pour le vote des femmes. Donc ici, j'ai tronqué un petit peu mon sujet. Donc cette année, je travaille surtout sur vraiment cette union dans les années 30. Donc l'année dernière, j'ai vraiment travaillé sur son apogée, entre guillemets, donc en 1939. Ici, je vais élargir un petit peu, mais je vais quand même me centrer vraiment sur l'aspect de 1939. Donc, très rapidement, l'Union nationale pour le vote des femmes, c'est une association de droite catholique qui demande principalement le droit de vote.
Donc elle ne se revendique pas de droite catholique, mais elle est affiliée, donc que ce soit par un système de réseau ou par un système de morale et de croyance affilié un petit peu à ces milieux. Elle est dirigée par Aimé de la Rochefoucauld, donc il faut savoir que l'association est créée en 1920, mais reprise en 1930 par Aimé de la Rochefoucauld, et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un boost de l'activité, où Aimé de la Rochefoucauld initiera beaucoup de séries de conférences, de congrès pour sensibiliser donc les femmes françaises des milieux un petit peu bourgeois à la cause donc féministe modérée. Donc c'est une union de femmes pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a un système de membres. On paie une cotisation par an pour intégrer l'association. On a le droit du coup, à assister à différents congrès, à des meetings, à des conférences, à des cours civiques également. Mais pour cela, il faut une adhésion et seules les femmes peuvent vraiment y adhérer. Donc il y a plusieurs médias qu'elles utilisent, notamment donc des tracts qui sont distribués dans Paris principalement. Il va y avoir des journaux et donc tout ce qui est, comme je l'ai déjà dit, conférences et congrès. Donc avant tout, l'Union nationale pour le vote des femmes demande le droit de vote des femmes, mais ce n'est pas tout, car c'est une association qui est créée pendant la Troisième République et donc qui est une association de la première vague féministe, savoir qu'il y a plusieurs vagues. Cette première vague donc, est essentiellement centrée autour des droits des femmes, donc le droit de vote, mais également de la condition de l'enfant, la condition de la femme mariée, de la condition également de tout ce qui est maternité, le droit de la travailleuse, notamment de l'ouvrière. Donc, comme source, j'ai plusieurs sources. Ma source principale étant un manifeste de 1939 qui est publié par Aimé de la Rochefoucauld. Je vais vous faire passer par ailleurs si vous voulez le regarder. Donc j'ai plusieurs journaux, savoir que l'Union nationale pour le vote des femmes, vu qu'elle est constituée essentiellement d'un public qui est bourgeois, qui paie énormément d'argent, les grands comités, parce qu'il y a plusieurs comités qui la constituent, possèdent des membres comme par exemple des comtesses, des princesses qui viennent un petit peu partout, qui donnent de leur fortune personnelle pour alimenter les caisses de l'association, ce qui fait qu'elles peuvent se permettre de diffuser à grande échelle des journaux par exemple. Donc, elles ont un mensuel qui s'appelle l'Union nationale des femmes. Et j'ai également donc, comme source divers documents qui sont assemblés dans un dossier de 180 pages qui se trouve dans la bibliothèque Marguerite Durand, qui est actuellement fermée par ailleurs. Mais donc du coup, on utilise par exemple des coupures de presse, par exemple du Figaro ou de Minerva qui ont couvert certains événements. On va retrouver les comptes rendus des comités, des congrès. On va retrouver les plannings des conférences sur les années à venir, etc., etc. Donc ma question, ça a été l'Union nationale pour le vote des femmes se conforme-t-elle aux idées de genre de l'époque? Donc en grand 1, j'ai décidé de me centrer sur l'aspect socialisation de genre, donc déjà montrer comment fonctionnent un petit peu ces processus, comment est-ce qu'on les intègre, est-ce qu'elles y répondent vraiment à ces logiques ou est-ce qu'elles essaient un petit peu de s'en défaire, est-ce que forcément dans ces processus de genre des hommes interviennent ou non. Et après je basculerai donc sur des femmes à contre-courant, donc le sont-elles vraiment, sachant que c'est un mouvement qui est assez particulier même au sein de cette branche qui est modérée. Quelles sont un petit peu les revendications, est-ce qu'on demande une égalité, est-ce qu'on demande plutôt une complémentarité? Et enfin, finalement, est-ce qu'elles sont véritablement à contre-courant? Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu donc, de la socialisation de genre. Donc, ce sont les travaux que j'ai menés assez récemment qui concernent un petit peu de sociologie, donc je vous l'expliquerai assez brièvement. Alors, donc, afin de comprendre comment un être humain est socialement intégré, il faut s'intéresser de près aux processus de socialisation qui sont en fait étroitement liés au genre. Donc ces processus ont été théorisés au début un petit peu par Émile Durkheim, puis ensuite repris par Bourdieu, par Bernard Lahire. Donc très rapidement ça fonctionne comme ça. Il y a deux types de socialisation. La première c'est une socialisation primaire qui est un processus actif. Donc ce sont les trois grandes institutions de l'époque, donc du début du XXe siècle, à savoir l'école, la famille et l'Église, qui imprègnent l'enfant de certaines valeurs. L'enfant est considéré un petit peu comme une sorte de coquille vide en matière de social, donc il intègre un petit peu tous ces processus, il les assimile, il les reproduit. Et enfin, une fois l'enfance et l'adolescence passée, on rentre dans une socialisation qui est plus secondaire, qui est un processus qui est lent, qui est passif, donc vient encore une fois la famille, l'église, mais aussi les groupes de pairs et le travail. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu dans une organisation donc ici de droite catholique qui milite avec certaines valeurs qui sont assez bourgeoise, assez chrétienne.
on a tendance du coup à cristalliser un petit peu ce processus et à le perpétuer. Donc je reviens ici, je vais vous parler un petit peu de la figure d'Edmé de la Rochefoucauld, qui est un petit peu la figure typique. Donc c'est une bourgeoise qui est duchesse, donc elle est duchesse de la Rochefoucauld, qui représente totalement le National pour le vote des femmes. C'est elle qui va dans les congrès pour parler en première. Elle va également au Sénat pour intervenir de temps en temps, pour militer un petit peu pour la cause. Elle prône un militantisme qui serait un peu doux, qui rendrait, donc, comme elle le dit elle-même, hommage à la douceur de son sexe, qui serait donc quelque chose de très pas forcément politique, mais très diplomatique, porté un petit peu sur un lent progrès, un petit peu comme le voulait Léon Richer, donc, qui était un féministe de la fin du 19e siècle, et je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Donc l'Union nationale pour le vote des femmes est-elle imprégnée de genre? Oui, elle l'est, car elle centre un peu son réglementation autour de la maternité. Donc Anaïs en a parlé, Anaïs traite la période qui est un tout petit peu après la mienne, donc logiquement il y a des liens assez étroits. Donc la maternité c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qu'on revendique, c'est ce qui fait la différence entre les femmes et les hommes. Donc savoir qu'il y a ce qu'on nomme l'essentialisme, c'est le fait de penser la nature, donc penser la nature, c'est-à-dire ici, l'idée de la femme, donc bien sûr au singulier à l'époque, et l'idée de l'homme ont deux natures différentes qui se complètent, avec ce fameux cercle que vous avez forcément tous et toutes vu, avec femme intérieure, homme extérieur, public, politique, apolitique, etc. C'est cette idée qu'on reprend. Ce ne sont pas ces femmes qui sont essentialistes, c'est un petit peu toute la période, c'est vraiment une mentalité de la société française qui l'est entièrement. Voilà, donc toutes les revendications sont d'ordre un petit peu du sentimental, tout ce qui touche un petit peu à la maternité, le sacré, on sacralise l'enfant, tout ce qui est un petit peu défendu, ce ne sont pas forcément les droits féminins, ce sont plutôt les droits de la mère, les droits également de la femme mariée qui a des enfants et qui doit s'en occuper, qui pour cela a besoin de changer les institutions pour qu'elles aillent un petit peu dans son sens, c'est-à-dire qu'elles veulent le droit de vote, donc tout d'abord municipal, puis ensuite, elle voudrait pouvoir voter à plus grande échelle. Ensuite, je vais vous parler un petit peu donc, de l'appui masculin apparaissant comme nécessité. Donc chaque événement, donc, que ce soit des congrès, les comités, et surtout pendant les grands congrès, donc, ce sont des congrès qui se produisent tous les ans à partir de 1930, qui traitent un petit peu d'un petit peu tout, des sujets économiques, des sujets civiques, des sujets politiques, géopolitique par ailleurs, avec la guerre qui commence à approcher. Donc à chaque fois ce sont 3 journées avec beaucoup de thèmes, beaucoup d'intervenantes qui viennent toutes de l'association, qui parlent de sujets pointus, car ce sont des politologues, ce sont par exemple des géographes, ce sont des journalistes qui viennent donc traiter d'actualité pour prouver que les femmes peuvent être éduquées civiquement et que par conséquent elles méritent le droit de vote. Cependant, vu que ce type de féminisme n'est pas encore accepté au niveau du Sénat, il faut savoir que le Sénat a bloqué le droit de vote féminin pendant des années. À ce compte-là, il faut sensibiliser un petit peu ce public en faisant intervenir des hommes politiques, lettrés et savants qui ont un poids immense dans la société française pour appuyer ce propos. Donc par exemple, ce sera le cas de Paul Valéry, donc le poète qui interviendra plusieurs fois pour Edmé de la Rochefoucauld. Ils ont une correspondance, ils sont très proches, très amis, ils échangent un petit peu des idées, ils discutent de féminisme. Il va y avoir également le sénateur Scapini qui va intervenir, comme on peut le voir ici, et également d'autres ministres, comme par exemple l'ancien ministre de la guerre en 1934, etc. Donc ces femmes sont-elles à contre-courant? Donc pour le moment, on pourrait dire que non, c'est un féminisme qui est un petit peu dans la ligne de tout ce qui est politique féministe conservatrice. Il y a notamment l'Union féministe civique et sociale, Jean de Butillard, qui a été fondée en 1925, qui reprend un petit peu ces grandes idées-là. Peut-être qu'elles reprennent également la stratégie des petits pas. Donc la stratégie des petits pas, c'est Alban Jacquemart qui l'utilise. Cette stratégie, c'est tout simplement de dire le droit de vote viendra naturellement. C'est-à-dire que tout d'abord, on demande le droit de vote municipal, parce que c'est le plus important, c'est l'organe qui touche le plus rapidement les femmes, qui demande généralement des mesures d'hygiène, de justice et tout ce qui est lié à l'éducation et l'enfance
au niveau municipal, elles le demandent, mais elles ne peuvent pas l'acquérir parce qu'elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont aucun appui. Ce qui fait que d'abord, elles devraient avoir donc ce droit de vote municipal pour ensuite acquérir naturellement, comme elles le disent, les autres. Ce qui est important également, c'est l'éligibilité. Elles veulent pouvoir être éligibles en tant que personnel administratif donc de ces municipalités pour pouvoir agir directement sur les politiques donc, de la ville. Également, il y a donc des tentatives un petit peu de réforme de cette pensée essentialiste. Elles ne sont pas essentialistes, mais elles appartiennent vraiment à ce courant. C'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment se défaire et dont on n'a pas vraiment conscience. C'est-à-dire qu'on sépare vraiment les natures. Donc, est-ce qu'elles vont un petit peu à l'encontre? Oui, mais elles essaient plutôt de réformer ce mouvement. Par exemple, dans l'Union nationale des femmes, donc leur journal, elles postent régulièrement des articles en 1939, notamment sur les convois de ravitaillement en période de guerre, sachant que donc, le conflit approche de plus en plus. Elles disent que beaucoup de femmes sont habilitées à pouvoir conduire des poids lourds, que ce n'est pas une tâche qui est exclusivement masculine, que c'est quelque chose de physique que bien des hommes ne pourraient pas effectuer, mais certaines femmes en sont capables. Elles tirent un petit peu certains métiers vers la mixité, elles tirent aussi la politique vers la mixité, alors que jusque-là c'était établi que les femmes ne pouvaient pas entrer en politique puisqu'elles ne sont pas politisées. C'est une sphère à laquelle elles ne peuvent pas adhérer puisque plus centrée sur la passion et non sur la rationalité. Donc en même temps elles y adhèrent en disant c'est vrai, il y a une idée de nature, les femmes ne peuvent pas être égales aux hommes, néanmoins il peut y avoir une complémentarité. Et ici, justement, elles viennent un petit peu en contradiction avec cette idée en tentant de réformer et en disant, voilà, finalement, on peut faire aussi des choses d'hommes si le contexte, le contexte le nécessite, par exemple. Et enfin, je vais parler un petit peu donc, de la guerre. Tout simplement, elles refusent, donc toujours dans cette idée un petit peu de nature, de participer à la guerre. Et elle prône un petit peu un service militaire féminin qui est accompli par la mise au monde d'un enfant. Ce qui est un petit peu paradoxal, étant donné qu'elle sacralise l'enfant dans un premier temps, en demandant par exemple des mesures pour interdire le travail des mineurs passé une certaine heure, ou alors qu'il y ait un certain régime horaire par semaine. Elles disent qu'il faut absolument les couvrir, que les enfants sont vraiment l'avenir de la nation, et en même temps elles disent qu'elles ne peuvent pas partir à la guerre puisqu'elles ont déjà mis au monde les futurs soldats. Ce qui est assez paradoxal, surtout dans un contexte de guerre imminente en 1939. Donc je vais conclure. Dans un certain sens, oui, les membres de l'Union nationale pour le vote des femmes vont à l'encontre des mouvements féministes, notamment les mouvements féministes un petit peu de gauche qui ont très vite en fait fait une rupture avec la politique de Léon Richer, donc comme je l'ai dit à la fin du XIXe siècle. Donc c'est un homme qui avait pris un petit peu le contrôle du féminisme français et qui voulait absolument faire donc, cette stratégie des petits pas. Finalement, donc, les féministes ont commencé à trancher avec cette idée en disant que non, il faut être un peu plus actif et on veut plus que cette politique-là, on veut directement le droit de vote puisqu'elles le veulent depuis 1848. Elles reviennent un petit peu là-dessus en disant la politique des petits pas, finalement, ce n'est pas si mal. Donc elles sont assez modérées et assez traditionnalistes. Donc Aimée Larochefoucauld se dira satisfaite en 1940 par les mesures prises sous le gouvernement de Vichy concernant le droit des femmes, selon Christine Barr. Il faut savoir que l'Union aussi est assez clairsemée, donc il y a beaucoup d'idées contradictoires. Il y en a certaines qui défendent vraiment l'idée que les femmes ne doivent pas travailler, d'autres qui disent qu'elles devraient travailler puisque le contexte l'impose, mais en attendant qu'on revalorise les salaires des hommes pour que les femmes puissent retourner au foyer, il faut qu'elles puissent travailler, notamment les travailleuses qui sont célibataires. Mais il n'y a pas vraiment d'unité de la pensée comme on pourrait le croire, il y a beaucoup de dissensions. Et en 1939, donc là où arrive l'apogée un petit peu de cette tension de la guerre qui approche, même le général Goubard, donc, qui est vice-président de l'association à Orléans, dira de plus de 5000 personnes, il faut qu'on se le dise, une Française qui renonce volontairement au devoir de mettre les enfants au monde est aussi coupable envers son pays que le soldat qui déserte sur le champ de bataille.
Ce qui veut dire beaucoup de choses et on pourrait notamment faire l'hypothèse, notamment qu'elle est en train d'insinuer qu'il faudrait peut-être les punir au même titre que les soldats qui désertent, donc pourquoi pas les fusiller. Ce qui fait une magnifique transition pour Laura qui travaille, qui travaille sur le genre dans le traitement post-mortem des corps suppliciés. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est la dernière étape en fait, sur l'itinéraire des hommes et des femmes condamnés à mort que j'ai étudié dans le cadre de mon mémoire. Et donc, j'ai étudié dans le cadre entre 1680 et 1780 à Toulouse. Il s'agit donc du devenir du corps supplicié après qu'il ait été condamné et exécuté. Donc, j'ai choisi d'ouvrir avec cette image qui est l'image du gibet de Montfaucon à Paris, qui est une structure également appelée fourche patibulaire et qu'on retrouve aux entrées des villes, sur les grands chemins, donc sur des lieux de passage. Et donc on retrouve dans beaucoup de villes, y compris à Toulouse, même si le gilet est moins imposant que celui-ci. Il me semble que ce genre de représentation renvoie à des images qui sont assez communément admises par rapport à la justice ancienne, notamment à la justice moderne. Et donc c'est pour ça que je vais là-dessus. Mais il faut savoir que les fourches patibulaires ne constituent pas la seule destination possible des corps morts et que tout le monde n'échoue pas au corps mort, non pas du tout, aux fourches patibulaires, après avoir été exécuté. Les différentes pratiques autour du traitement post-mortem des corps suppliciés sont connues et étudiées par les historiens, mais il faut souligner que, comme c'est le cas pour beaucoup d'aspects de l'histoire de la justice et pas seulement en histoire du genre, la définition du féminin, quand il s'agit de la peine de mort et de ses composantes, se fait surtout à partir du masculin et au creuset, voire à l'inverse du masculin. L'ouvrage de Michel Foucault, que vous connaissez très probablement, sur Veiller et punir, en constitue un bon exemple puisqu'il ne parle pratiquement que de cas masculins, peut-être même que de cas masculins. Et Pascal Bastien, dont la thèse a été publiée assez récemment, il y a une décennie, a renouvelé l'histoire de l'approche de la peine de mort sous l'Ancien Régime, mais il se base également en grande partie sur des cas masculins, même si les femmes ne sont pas... Il y a des historiens ou des femmes et du genre qui ont ancré leurs études sur la criminalité. Donc, à titre d'exemple, je citerai Catherine Lambert et Christophe Régina. Mais on ne trouve que très peu de productions scientifiques françaises qui intègrent une approche véritablement mixte et comparative de la répression judiciaire au cours de l'histoire. En fait, l'ouvrage le plus proche que je connaisse de ma démarche est celui-ci, qui porte sur la Suède médiévale, donc qui n'a pas tout le même cadre, et qui s'intéresse à la répression et au genre. Cette lacune, elle émane en grande partie des sources elles-mêmes, qui invitent à penser le féminin comme une exception. J'ai fait une citation en guise d'exemple qui illustre ceci à mon sens et qui s'applique justement au traitement post-mortem du corps. Elle est issue du répertoire universel et raisonné de jurisprudence de Guyot de 1775, qui dit que autrefois on donnait la sépulture au corps des criminels exécutés à mort, mais aujourd'hui on les expose sur les grands chemins pour l'exemple et dans la vue d'intimider les méchants, à moins que le juge ne permette pour de justes considérations qu'on les enterre, ce qui s'observe toujours à l'égard des femmes. Il y a un autre paramètre qui explique le décalage historiographique entre la connaissance de la peine de mort pour les hommes et celle pour les femmes, c'est tout simplement le critère numérique. Les femmes sont sous-représentées dans la peine de mort, et donc les données que j'ai établies, moi, avec des sources souveraines, elles sont moins de 12% de l'ensemble des exécutés entre 1680 et 1780. Donc pour parler rapidement des sources, ce relevé et l'ensemble de mon travail de master prend appui sur deux ensembles de sources principaux. D'une part, c'est les procès-verbaux d'exécution qui sont rédigés sous l'autorité des capitouls, pendant l'exécution et immédiatement après. Le but est de rendre compte de sa bonne tenue. Et la chronique de Pierre Barthès qui raconte dans cette chronique de nombreux événements qu'il juge importants dans la vie toulousaine, y compris des exécutions auxquelles il assiste et dont il semble quand même assez friand. Et il donne parfois un certain nombre de détails qu'on ne trouve pas dans les sources judiciaires parce qu'elles sont codifiées, comme par exemple le comportement du condamné avant sa mort, ce genre de choses. Des fois aussi, on a des considérations d'ordre personnel sur le crime. Au vu de ces différents éléments, on pourrait se demander si étudier l'intégration aux différents mécanismes de la peine de mort ne revient qu'à constater des exceptions à une norme qui est construite et qui s'exécute à partir d'une peine qui est pensée pour les hommes, contre les hommes, à l'égard des hommes. Donc dans l'historiographie comme dans les sources revient très souvent l'idée d'une pudeur intrinsèque à la mise en scène du corps féminin, mais pourtant, à travers l'analyse de quelques trajectoires particulières,
on peut un petit peu dépasser l'idée d'une différenciation sexuée qui est essentiellement basée donc, sur le genre en ce qui concerne les décisions de justice, et on peut aussi remettre un petit peu en question l'idée de la pudeur, d'une pudeur indépassable, puisque le corps des condamnés peut faire l'objet d'appropriation par la société civile, et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. D'abord, les décisions de justice. Et avant même de parler de la mise en scène du corps mort, est-ce qu'on peut voir dans l'exécution judiciaire en elle-même, dans le rituel de la mise à mort, une différenciation sexuée ou non? Bien, en fait, non. Mais du coup, ça va me donner l'occasion de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, les hommes comme les femmes sont exécutés majoritairement sur la place Saint-Georges, qui devient à la fin du XVIIe siècle la place par excellence des exécutions à Toulouse. Hommes comme femmes sont conduits dans un tombereau, c'est-à-dire un chariot, par l'exécuteur de l'hôtel de ville, où il y a un dernier interrogatoire, donc c'est le Capitole, jusqu'à la place Saint-Georges, mais font un détour par la cathédrale Saint-Étienne pour faire amende honorable. Donc la formule, c'est tête et pieds nus, à genoux, en chemise, tenant dans chaque main une cierge allumée, un cierge allumé du poids de 2 livres. Le but est de reconnaître publiquement le crime et de demander pardon, dans cet ordre, à Dieu, au roi et à la justice. Donc ce cadre, le cadre concret, l'enchaînement des gestes qui composent le rituel judiciaire ne présente pas de différence entre hommes et femmes. Mais vous l'avez compris, le supplice du condamné ne s'arrête pas au moment de sa mise à mort sur la place Saint-Georges, puisque au spectacle de son exécution vient s'ajouter celui que le traitement que la justice a réservé à son corps. Et la mise en terre est possible, comme la citation de Guyot le laissait entendre tout à l'heure, mais il ne s'agit pas d'une réhabilitation et d'un retour dans les pratiques funéraires classiques pour autant, puisque à Toulouse, l'ensevelissement est réalisé dans un cimetière qui est attenant au cimetière Saint-Aubin. Ça se fait secrètement, sommairement, parfois nuitamment, et donc la restitution des corps aux familles impliquerait une réhabilitation sociale en fait, qui n'est pas acceptée pour les condamnés à mort avant la fin du XIXe siècle. En fait, le corps mort du supplicié doit rester dans un circuit hors norme, sous peine de contrecarrer la construction de l'altérité qu'implique le rituel judiciaire, et Robert Le Chatellier a bien mis ça en évidence dans ses travaux, par exemple. Donc, un quart des femmes exécutées est effectivement ensevelies à Saint-Aubin. Les corps de Catherine Delmas, par exemple, et d'Antoinette Vidal, qui sont des receleuses notoires et qui sont exécutées en 1768, y échouent, tandis que ceux de leurs trois complices, qui sont donc des voleurs avec qui elles ont commis leur crime, vont aux fourches patibulaires, ce qui donne effectivement l'impression d'une différenciation sexuelle. Et pour Pierre Barthès, donc le chroniqueur dont je parlais tout à l'heure, l'ensevelissement des corps féminins à Saint-Aubin apparaît comme quelque chose d'assez évident. Il le désigne parfois comme destiné aux personnes du sexe féminin défaites par la justice, et on pourrait multiplier chez lui ce genre de phrases. Et l'association entre les femmes en fait, et la mise en terre n'est pas propre à la période que moi j'étudie, puisque dans l'Antiquité jusqu'au XVe siècle où cette peine est abolie, l'enfouissement figure parmi les peines de mort qui s'appliquent particulièrement aux femmes sans leur être exclusivement réservées, donc ça consiste à enfouir un corps vivant et à mourir vif. Et au même titre que le bûcher qu'on associe beaucoup aux femmes, donc ça va beaucoup sur les femmes mais pas exclusivement. Donc sur cette représentation qui n'est pas en très bonne qualité mais j'ai pas trouvé mieux, on voit en fait une femme là qui va être enfouie avec le couteau qui est là. Et ici en arrière-plan, son amant, donc c'est pour un crime d'adultère, son amant est pendu. Donc il y a effectivement deux peines différentes à ce moment-là, mais c'est une représentation qui est il ne faut pas voir dans cette peine-là. Il ne faut pas voir l'enfouissement à Saint-Aubin, l'ensevelissement à Saint-Aubin, comme un reliquat de cette pratique-là, puisqu'il ne s'agit pas de punir les criminels au XVIIIe siècle quand on les enterre. C'est juste de souligner que la pendaison n'a pas toujours été le mode d'exécution quasi unique en fait pour les femmes. Il y a eu d'autres peines peut-être moins visibles, peut-être qui tendaient à cacher le corps. À la différence des hommes, la pendaison est le mode d'exécution par excellence. Et dans mon corpus, 80% des femmes sont pendues. Donc en fait, pour cette raison, et parce que les exécutions de femmes sont assez rares, probablement que les magistrats ont considéré que les exécutions féminines étaient suffisamment spectaculaires pour que les justiciables en tirent la morale en fait, que la justice souhaite, c'est-à-dire que le crime mène à ce genre de fin. Donc je dis dans la plupart des cas, car il y a bien une femme à Toulouse dont le corps est exposé aux fourches patibulaires en 1767, il s'agit de Marie-Madeleine Chabal, qui est reconnue coupable d'assassinat. Donc en fait l'assassinat c'est la préméditation, je pense qu'Elisa vous en parlera cet après-midi. Donc vous avez la définition du dictionnaire de l'Académie française ici. Donc elle est reconnue coupable d'assassinat et de guet-apens. Donc avec son mari et son fils, ils ont attendu 2 hommes sur un grand chemin. Ils se sont battus. Et ensuite c'est elle qui a fini par égorger de ses mains avec un couteau l'une des deux personnes qu'ils attendaient.
C'est probablement parce que ce crime ne ressemble à aucun autre du corpus, des femmes du corpus que j'étudie, que la justice toulousaine a exceptionnellement fait le choix des fourches patibulaires. Ce qui donne à voir une différence entre les crimes qu'on juge inacceptables, ils sont punis de mort, mais que les magistrats ont intégrés comme faisant partie de la criminalité féminine, par exemple l'infanticide et le vol, qui sont toujours punis d'une simple pendaison, ce qui est la peine la plus simple, et celui-ci qui est inacceptable, qui est exceptionnel et qui est sanctionné par une sanction ou donc une punition qui est elle-même exceptionnelle et qui s'apparente à celle qui aurait été mise en œuvre à l'égard d'un homme. Puisque les hommes du corpus qui sont coupables de guet-apens sont condamnés à être rompus, puis à être exposés sur une roue, soit aux fourches patibulaires, soit sur un chemin, qui rappelle l'endroit où ils ont commis leur crime parce que c'est un chemin qui mène vers cette ville. Donc, en fait, la justice distingue la gravité des crimes par le type de peine de mort et par leur empilement, parfois aussi. Et les femmes ne peuvent pas être condamnées à être rouées, ce qui joue un vrai rôle sur le traitement de leurs dépouilles, puisque à crime équivalent, elles sont censées être brûlées, soit vives, soit après avoir été pendues, ou après avoir été étranglées discrètement par un bourreau. D'où l'expression d'ailleurs ne voir que du feu. Donc, 1/5 des femmes du corpus sont condamnées à être brûlées, leurs cendres sont jetées au vent pour des crimes tels que l'empoisonnement, l'inceste ou le parricide. Cette proportion elle n'est que de 7% chez les jeunes, les hommes brûlés. Et le fait que le bûcher constitue en théorie le summum des peines que l'on peut ordonner à l'égard des femmes montre toute l'exceptionnalité, à mon sens, du sort de Marie-Madeleine Chabal qu'on envoie aux fourches patibulaires. Mais on trouve également des usages qui ne relèvent pas de la pratique judiciaire et qui démontrent que les condamnés à mort constituent une curiosité, voire un enjeu pour la société civile. Donc dans ce dernier cas, la connaissance de l'anatomie humaine est intimement liée à celle de la peine de mort. Et d'ailleurs, la justice est enjointe par le pouvoir royal à donner sans frais aux maîtres chirurgiens de la ville des corps de condamnés à mort pour qu'ils puissent pratiquer la dissection. Donc à Toulouse, en 1692, c'était dit. Donc à Toulouse, 49 condamnés à mort sont donnés aux scientifiques entre 1745 et 1780, dont 8 femmes, principalement afin de servir à ces dissections qui sont dans des amphithéâtres dédiés. C'est des dissections qui servent à la formation des apprentis chirurgiens, mais qui sont aussi ouvertes aux curieux et au public, en théorie, ouvertes à tous. Avant 1745, je n'ai trouvé qu'un seul cas en 1721, celui d'un homme, mais la pratique existe déjà parce qu'en 1688, Jean-Joseph Courtial, qui est médecin royal toulousain, rapporte avoir disséqué publiquement le corps d'une femme qui avait été condamnée à mort, ainsi qu'un grand nombre de pendus. D'ailleurs, en 1685, les derniers mots de Marie Palanque, qui est une grande voleuse toulousaine, visiblement, avant qu'elle ne soit pendue, consiste à demander aux magistrats d'échapper à la dissection, ce qui montre que le phénomène est connu des Toulousains 60 ans avant que moi je n'en trouve les traces dans les sources. Donc vous avez la citation. Donc, selon toute vraisemblance, puisqu'elle demande explicitement cela, savoir que son corps reviendra au chirurgien n'est pas une fin enviable. Pour autant, il ne faut pas voir l'intérêt porté par les chirurgiens au cadavre comme faisant office de peine supplémentaire aux yeux des magistrats. En Angleterre, le Murder Act a été promu en 1752 et cette loi prévoit que les coupables à la fois de meurtre et d'assassinat seront d'office donnés aux chirurgiens dans le but de prévenir cet ignoble crime. Mais en France, il n'y a aucune théorisation similaire de la valeur punitive de la dissection. Et puisqu'on aborde l'association entre connaissance médicale et genre, il est légitime de se demander si les chirurgiens étaient particulièrement en quête de corps féminin et s'ils pratiquaient des dissections particulières. Donc il y a de nombreux exemples extra-toulousains au cours de l'histoire, et j'ai choisi de vous mentionner celui de Vézal, même s'il est antérieur, puisque dans le frontispice de son œuvre fondatrice, De Humani Corporis Fabrica en 1543, il le représente avec dans une auguste assemblée, en train de disséquer un corps, et ce corps en fait est celui d'une femme condamnée à mort qui a été identifiée par les historiens, et on sait qu'à partir de ce corps, il a étudié les organes génitaux de cette femme, et il a écrit une partie de son traité à partir de cette dissection. Pour Toulouse, les seules mentions que j'ai trouvées qui permettent d'aborder cette question sont dans les chroniques de la faculté de médecine. Alors, elles disent qu'en 1788, les étudiants adressèrent une demande aux doyens, je cite, « à l'effet qu'il leur soit donné dans les cours d'anatomie qu'ils suivent la démonstration des parties propres au sexe féminin ». Ces corps féminins font également l'objet de tensions entre chirurgiens et médecins, puisque selon la même source, le 23 juin 1773, mois au cours duquel 2 femmes sont exécutées et données aux chirurgiens, c'est ce que j'ai pu recouper avec les procès-verbaux d'exécution, Maître Frisac n'a pas voulu céder, je cite, le cadavre féminin accordé à Maître Villard et dont les étudiants de médecine viennent de s'emparer.
Donc les corps à disséquer sont rares, a fortiori les corps de femmes, d'autant qu'il existe une véritable saisonnalité de la dissection pour des raisons d'hygiène publique. Donc on ne peut s'adonner à cet art que du 1er novembre au 1er avril. Donc si on croise les dates des exécutions des femmes et les noms des corps, on se rend compte qu'en fait il n'y a que 2 femmes exécutées entre 1745 et 1780 qui n'ont pas été données aux chirurgiens à ce que je sache. Les autres étaient impropres à la dissection soit en raison de la saison, soit parce qu'elles ont été brûlées. Enfin, et pour finir très rapidement cette présentation, le don du corps aux différents ensembles savants mène parfois les condamnés à finir dans des collections privées. Donc en 1760, un homme du nom de Pierre Pagès est ainsi pendu, disséqué par les chirurgiens, puis on forme un beau squelette, c'était un beau sujet pour l'anatomie des os. Et à Paris, un exemple permet d'aller bien plus loin dans le caractère mondain que peut revêtir le corps du condamné, puisque c'est celui de Marie-Catherine Tapery, dite la laisse combattre. Elle est la principale protagoniste d'une affaire qui a longuement fait vibrer la capitale parce que son exécution a été repoussée plusieurs fois et que la procédure judiciaire l'a d'abord montrée comme une victime collatérale d'un meurtre, celui de son mari, qui en fait n'avait pas été perpétré par un illustre inconnu mais par son amant. Et donc à partir du moment où la procédure a mis en évidence ce lien entre ces individus, elle est apparue comme le cerveau de cet assassinat qui avait fait mourir et son époux et son amant qui est mort sur l'échafaud par sa faute, par le crime qu'elle a échafaudé. Et peu de temps après son exécution, en 1755, le magistrat parisien Thomas Simon de Lettres rapporte qu'il a pu aller chez un particulier où son corps avait été récupéré par un maître, donc, qu'il avait fait embaumer, qu'il avait fait habiller d'un négligé galant et qu'il avait fait poser avec un renardeau tenant dans sa gueule un oiseau. Donc en fait, la façon dont vous la voyez représentée ici. Corps mort. Donc le corps du supplicié, pour conclure, revêt de multiples dimensions sans que l'on ne distingue d'interdit qui soit ferme et basé sur le genre. C'est un outil judiciaire qui peut être mis en scène par l'exposition ou par le bûcher, mais qui peut aussi être condamné à l'oubli par l'ensevelissement. C'est aussi un matériau indispensable aux savants, aux milieux scientifiques qui connaissent alors une effervescence importante, et c'est aussi de façon croissante un objet de curiosité, d'exhibition, de collection, voire dans ce cas-là de théâtralisation, aux yeux d'une frange mondaine de la société, mais qui est bien plus proche à leur égard de la fascination que de la terreur et de la répulsion que la peine de mort est supposée insuffler au justiciable via son rituel. Merci. Bon, alors maintenant que les 4 communications sont finies, est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question pour Anaïs. Alors, tu as parlé du coup de Marie-Claire pendant la drôle de guerre avec les messages aux soldats. Est-ce qu'après il y a des messages envers les prisonniers ou des trucs envers les prisonniers de guerre, de penser à eux, de leur envoyer aussi des vêtements, de la nourriture, toujours de penser à eux. Il y a toujours un rapport aux hommes en fait. D'accord. Même s'ils ne sont pas là physiquement, ils sont là dans la tête, moralement. D'accord. Ça m'intéresse. Pour Anaïs aussi, est-ce qu'il y a une couverture spéciale lors de l'événement des fêtes des mères, ceux qui sont repris par Vichy? De ce que je me rappelle, non, c'est-à-dire que c'est une couverture, une femme qui sourit comme d'habitude, on en parle dans le magazine, dans le contenu, bien sûr. On reste dans une continuité. Mais après, la couverture, c'est toujours une femme qui sourit, c'est ça, D'autres questions? Oui, moi j'en ai une pour Laura. Tu as parlé des exécutions sur la place Saint-Georges. Moi je voulais savoir si tu avais trouvé des choses sur des exécutions aux portes de la ville. Oui. Parce que moi j'en ai quelques-unes et je voulais savoir comment. Il y en a un certain nombre, surtout je crois exclusivement des hommes qui sont roués aux portes ou hors des portes de la ville sans qu'ils précisent vraiment où c'est. Parfois dans le faubourg Saint-Michel ou près de la croix de Saint-Michel ou ce genre de choses. Et c'est principalement soit des vols de mémoire, soit des vols, soit des assassinats qui ont justement été commis ailleurs qu'à Toulouse. Mais après, il y a aussi une autre problématique, c'est qu'il y a des gens qui vivent sur la place Saint-Georges, et notamment pas les populations d'ailleurs les plus pauvres, et qui parfois se plaignent, se réunissent en syndic pour que les exécutions ne se tiennent pas à cet endroit-là. Donc du coup, il y a aussi... Je crois que je connais 2 cas de condamnés à mort dont on déplace l'exécution. Ils ont été condamnés à être exécutés à la place Saint-Georges. Mais finalement, il y a une ordonnance du Parlement, donc l'exécution est retardée de 4 jours. Et il y a une ordonnance du Parlement pour que ça soit hors de la porte Saint-Michel. Et tu n'as pas du tout d'exécution par pendaison en fait? Je crois pas.
Faudrait que je vérifie, mais il me Il semble. faut quand même pas parce que j'avais trouvé. Christelle, j'avais vu qu'il y avait le main. Oui, pour Anaïs, tu as dit, il me semble, en 1944, tu as parlé de l'interdiction du journal Marie-Claire. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais pendant combien de temps cette interdiction Ça a duré pendant 10 ans, ça a repris en 1954. Donc ça a été quand même assez long. Et ça a été dans la vague, par exemple, de la création du magazine Elle, de la création de plusieurs magazines féminins aussi. D'autres questions? Des remarques? Non. Bon, ben... Si, si. Ah, je vous avais pas vu, excusez-moi, monsieur Olivier. Question pour Loïc, je regardais cette très belle brochure. Sur les droits matrimoniaux qui sont évoqués, le problème de la propriété pour les femmes, parce qu'elles sont issues de milieux assez aisés, visiblement, ces femmes, et donc elles posent des questions sur le partage inégalitaire, sur leur statut d'éternel mineur, etc. Ouais. Là, du coup, elle traite beaucoup, et c'est ce qui les a soucis de réformer, ce sont les régimes matrimoniaux qui ont commencé à être modifiés en 1938 avec une loi qui ne donne plus le droit d'un mari sur sa femme, mais qui attribue quand même au mari le titre de chef de famille, ce qui lui donne également un droit de veto maintenant sur les activités de sa femme. Donc si elle peut aller par exemple en justice ou elle peut se lancer dans des études, mais si jamais ça lui déplaît, il n'a pas vraiment à justifier, il passe son droit de veto. Et voilà. Donc c'est quand même un problème, donc c'est quelque chose, c'est une avancée qui a été notée par les Médard School dans ce manifeste en disant c'est très bien, il y a eu beaucoup d'avancées, mais à chaque fois elle revient à chaque fin de chapitre en disant ce n'est pas suffisant. Concrètement, ça ne change pas grand chose tant que le projet était en 2 temps, et c'est la première partie qui a été adoptée en 1938, donc qui réforme un peu le régime matrimonial, mais qui ne donne pas pour autant le droit aux femmes d'être vraiment libres, parce qu'elles sont encore en fait socialement très contraintes, et notamment par le mariage, encore une fois. Et donc elles attendent la deuxième partie qui devait arriver, mais il y a eu la guerre, et qui constituait surtout, c'était surtout le domaine du droit de vote. Et donc le droit de vote était, pour elle, il était imminent. C'est toujours en fait la Chambre des députés avait voté le droit de vote féminin, et c'est le Sénat qui l'a bloqué pendant plus de 10 ans. Il refusait totalement l'accès des femmes au droit de vote, et il était censé passer en 1939, juste avant que la guerre éclate. Vu que la guerre a éclaté, justement, ces réformes ont été remises à plus tard, parce que même pour elles, elles se sont dit voilà, maintenant ce qu'il faut c'est un effort de guerre, donc elles sont assez militaristes là-dessus, c'est ce qui tranche un petit peu avec notre union. Justement, c'était les unions féministes de cette époque-là sont très portées sur un fort pacifisme, l'incarnation, donc les femmes qui incarnent la douceur. Si les femmes peuvent gouverner, forcément le gouvernement sera plus juste, plus doux, il y aura plus de paix dans le monde. Et là, justement, elles disent vraiment il faut que les hommes aillent au front, il faut que nos enfants, nos cousins et nos pères aillent au front, même si voilà, elles vont être très peinées. Elles seront quand même beaucoup plus satisfaites, puisque au moins il y a un membre masculin de leur famille aura fait ce sacrifice, un petit peu sauvera la nation. Merci. Bon, et ben, vu qu'il ne semblerait pas y avoir d'autres questions de la part de l'audience, moi j'en ai quelques-unes. Alors déjà, je vais avouer quelque chose. Moi, je travaille donc sur le Japon. Vous me verrez, je suis la personne qui finit le colloque, mais c'est pas grave. Et donc en fait, je ne m'y connais pas beaucoup en études de genre, donc je vais peut-être poser des questions un peu bêtes, mais c'est parce que c'est vraiment une chose que moi je ne comprends pas et que je ne maîtrise pas, donc je vais peut-être en revenir un peu aux fondamentaux. Alors, donc la première question était pour toi, Loïc. Donc là, c'est le cadre de l'Union nationale pour le vote des femmes, qui est un mouvement donc, de droite, conservateur, donc très conservateur, ça dépend de j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des mouvements plutôt de gauche ou progressistes. Ils sont beaucoup plus nombreux, il y a beaucoup plus de monde de ce côté-là, ou est-ce que ça n'existait pas? Enfin, je ne suis pas sûre. Ils existent bien sûr, mais ce sont des mouvements qui sont quand même un peu moins écoutés.
contrairement en fait à un petit peu l'Union nationale pour le vote des femmes qui a quand même joué un assez grand rôle, donc grâce notamment à sa fortune et le fait que la plupart des élites, un petit peu donc des comtesses, des princesses, ont un réseau qui sont vraiment affiliés à la droite et à l'extrême droite à l'échelle parisienne. Et donc elles ont un fort retentissement politique, c'est-à-dire que grâce à ce réseau, elles peuvent par exemple faire des interventions au Sénat, faire des interventions à l'Assemblée. Elles peuvent vraiment agir politiquement. Donc oui, il y a des mouvements de gauche, mais qui sont vraiment discrétés par ce mouvement-là, qui essaie de faire une scission en disant voilà, il y a des mouvements de gauche qui sont tapageurs, qui n'hésitent pas à être un peu dans la provocation pour avoir des droits, alors que justement elles militent avec donc la douceur, toujours avec cette idée de nature, en disant les femmes sont douces, donc elles agissent avec douceur, même pour avoir des droits. D'accord. Oui, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est un mouvement qui me semblait qu'il n'y avait pas énormément de femmes qui étaient dedans. Si. Ah, il y en a beaucoup. Au contraire, il y a que Ah, des d'accord. femmes. Non, dans le sens pas énormément en termes quantitatifs. Si, il y en a quand même beaucoup. Ok, d'accord. Il y a beaucoup d'adhérents. Il y a, et justement, encore une fois, beaucoup de femmes, parce que l'Union vit principalement de ça. Elle vit à la fois donc, de la fortune de ses élites, mais elle vit aussi de la contribution. Donc, par exemple avec des galas, avec des repas participatifs au début de chaque congrès, et également donc avec toutes ces femmes qui s'abonnent au journal, qui font vivre le journal, l'Union nationale des femmes. Et donc oui, il y a quand même beaucoup de membres. Savoir que le principal atout un petit peu de cette association, c'est qu'elles ont pour but d'éduquer un petit peu les femmes, parce que justement elles sont restées en dehors de la sphère politique, elles ont été exclues. Et à ce titre-là, elles se disent, nous sommes un petit peu des élites, on a cette culture, on a cette éducation civique, politique et sociale, et on va la transmettre. Et donc, le fait d'adhérer à l'association, on peut participer à des cours civiques qui sont donnés par des professeurs d'université. Donc, il y a quand même des moyens derrière, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de monde pour l'instant. Je n'ai pas pu avoir les listes, puisque les sources sont assez rares. Justement, l'association est vraiment à son apogée en 1939, et puis d'un seul coup il y a la guerre. Il me semble que c'est 2 journaux qui sont tirés par an pendant la guerre, que je n'ai pas encore pu voir parce que la bibliothèque Marguerite Durand dans laquelle ils sont est actuellement fermée jusqu'en janvier. Ça je le verrai bien, donc je sais pas, j'ai pas encore une idée des membres, je n'ai pas pu trouver de fonds concrets avec la liste des membres, sachant qu'il y en a une. À chaque fois je trouve des traces en disant voilà, chaque antenne, parce qu'il y a beaucoup d'antennes aussi un peu partout en France, même si elle est centralisée à Paris, chaque antenne va avoir sa liste de membres, doit faire remonter des comptes rendus et notamment les recettes à l'association parisienne. D'accord. Okay. Merci beaucoup pour ces précisions. Encore Christelle, oui, vas-y. Non, ben pour Loïc, est-ce que tu sais si Madame de la Rochefoucauld lisait Marie-Claire? C'est une bonne question, parce qu'elle ne le mentionne pas et en fait, elle a très peu de correspondance. Ou du moins très peu de correspondance que j'ai pu retrouver. Elle n'a pas trop d'archives, donc j'en ai aucune idée. Si elle lit vraiment Marie-Claire, ça a été fait, tu m'as dit en 1937. Peut-être, du coup, sur les 2 premières années de sa création, si... Au niveau des valeurs, ça se recoupe quand même la valorisation de la maternité, du mariage, et la femme, c'est pas mieux avant ça. Après, Marie-Claire, du coup, c'était destiné à quel public précisément? C'était un public qui était plutôt... c'était toutes les femmes, alors c'est un public plutôt bourgeois? Théoriquement, c'était pour toutes les femmes, mais dans les faits, c'est beaucoup les milieux bourgeois, les femmes qui pouvaient se payer le magazine, en fait, parce que c'était quand même assez... pas cher, mais c'était quand même, ça valait son prix, donc c'était quand même des femmes qui avaient les moyens de se le payer. Bon, bah, du coup, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, on n'en fait pas mention dans les journaux. Oui, allez-y. Moi j'avais une question par rapport au traitement du corps à Toulouse. C'était pour savoir, est-ce qu'au niveau national, est-ce qu'il y a des spécificités régionales dans ces logiques-là? Est-ce que c'est des choses que tu as regardé un peu ou pas? Et est-ce que, par exemple, à Paris, les traitements semblables, est-ce que... Par rapport à quoi? À tout, à l'exposition? En général, oui, voilà, parce que par rapport à ce que tu as explicité dans les...
Je pense pas qu'il y en ait. Même si moi je suis pas allée voir, il n'y a pas vraiment, comme je le disais en introduction, il n'y a pas vraiment d'études en fait sur la répression et le genre, donc c'est un peu compliqué. Et en fait, pour connaître un peu le traitement du corps ailleurs, il faut aller chercher en dehors de l'histoire aussi. Les anthropologues, les philosophes qui ont travaillé, ou alors les historiens, mais plutôt médiévistes, ou alors du 19e siècle, pas trop en moderne, ont travaillé sur la dissection, par exemple. Et donc, pour la dissection, les pratiques sont à peu près les mêmes, visiblement, partout. Et il y a certaines. Enfin, ce que j'ai dit est tout à fait valable, même en Italie, déjà au XVe siècle, où il y a même des normes par rapport à la dissection. On dissèque les condamnés à mort, mais pas s'ils viennent de la ville, donc quand même quelque chose d'un peu infamant. Ensuite, quand on regarde les condamnations à mort, je pense que. Et en fait, tout ça est réglé. La façon dont on condamne à mort est réglée par l'ordonnance criminelle de 1670, même si il y a l'arbitraire des juges qui fait qu'on peut ordonner de telle ou telle peine, mais par exemple, l'empoisonnement, c'est le bûcher. ça ne bouge pas. Le parricide, c'est le bûcher aussi. L'infanticide, c'est puni de mort, mais vu qu'en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on mette en place une... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de raison, mais c'est-à-dire que ça s'explique par des causes sociales. L'infanticide, ce sont des femmes souvent domestiques, jeunes, abandonnées. Donc on ne met pas en place quelque chose de particulièrement violent en fait. Le bûcher, c'est vraiment l'idée d'une purification un peu et d'une destruction totale du corps, par lequel on sanctionne des crimes moralement très répréhensibles. Mais je ne pense pas qu'il y ait de spécificité toulousaine en fait là-dessus. Je pense que ça se retrouve. Il faudrait aller travailler. D'autres questions? Non, bon, pas grave, moi j'en ai plein, donc je vais continuer. Hein. Je vais finir avec. J'avais encore une question pour toi, Laura. Est-ce que. Alors, je ne sais pas si tu l'as étudié, hein, c'est une question que je me pose. Par rapport aux crimes commis dans les cas de. Je pense dans les cas de meurtre ou autre, est-ce qu'il y a une différence de traitement à crime équivalent entre les hommes et les femmes? Je ne sais pas, est-ce que. Dans la peine, dans ce qui se passe après la peine, dans le traitement du corps. Alors, justement, ma question, par exemple, pour la dissection, c'était de savoir si on pouvait envoyer un peu n'importe quel condamné à mort à la dissection, ou si parfois on devait l'assister immédiatement parce qu'il faut l'exposer, par exemple, dans le cas d'un homme. Alors, en fait, il y a un peu tous les crimes qui se trouvent et qui sont disséqués. C'est des tendus. C'est ça le grand critère, c'est qu'il faut qu'il soit tendu sinon le corps est abîmé. Mais ensuite, non, il n'y a pas vraiment de peine différentes chez les hommes et les femmes, à part que les femmes ne sont pas roues. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Tout ce qui est tous les crimes graves qui ont été prémédités, les hommes sont roues, les femmes non, et donc du coup après ça implique toute une mise en scène qui est différente du moment de l'exécution jusqu'à la. D'accord. Ok. Oui, donc en fait, oui, pour les crimes, donc comme tu dis, les crimes vraiment graves, les hommes ont une peine légèrement. Enfin, plus violente en fait. Enfin, le bûcher c'est violent quand même. Oui, non, mais oui, non, mais après, oui, aussi. Bah oui, alors, donc en fait, les hommes, pour un crime très violent, les hommes sont roués puis pendus et les femmes sont. Non, les hommes sont roués puis exposés, éventuellement, mais c'est assez rare, roués puis brûlés, mais ça c'est vraiment très très rare. Et les femmes vont être pendues puis brûlées ou brûlées. D'accord. Oui, donc c'est pas les mêmes peines. Mais après, c'est vrai qu'il y a des exceptions chez les hommes qui sont coupables du parricide. Donc normalement, c'est la roue et le bûcher, en théorie, selon l'ordonnance criminelle. Il y a des hommes qui sont pendus, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, Pierre Barthès, le chroniqueur, à un moment, il s'insurge un peu là-dessus en disant pour un crime aussi grave, on ne comprend pas qu'il ait simplement été pendu. Enfin, bon, ça va pas du tout selon lui, quoi. Donc ce sont des normes théoriques qui sont en fait intériorisées par les spectateurs, qui produisent aussi un jugement sur le jugement en fait. Voilà. D'accord. Bon, ben, je pense que ça va être la conclusion. Hein. Le master vous invite les participants, mais aussi